La nuit, dans les maisons de Cordoue, ce ne sont pas les foyers qui réchauffent le plus, mais les poèmes, dans lesquels les adultes expriment à haute voix ce que d'autres ordonnent de cacher. Dans les salles dorées de l'ancienne ville califale, parmi les coussins, les lampes en verre fin et l'odeur de l'encens, résonnent des vers sur les regards, les caresses, le corps adulte comme espace de choix et non comme propriété étrangère. Derrière les murs de ces salons, dans les rues étroites, on discute des impôts, des incursions des troupes chrétiennes, de l'émir qui restera au pouvoir. À l'intérieur, c'est un autre front. Ici, l'honneur de la ville ne se mesure pas seulement au nombre d'épées, mais aussi à ce qu'il est permis de dire à haute voix sur la passion dans la capitale de l'Espagne musulmane. Je vous souhaite la bienvenue et vous invite à écrire dans les commentaires de quelle ville et de quel pays vous venez, et ce que vous avez entendu dire de l'amour andalou et de la poésie de Cordoue, comme quelque chose de raffiné, de dangereux ou de presque oublié. Je vous souhaite une écoute paisible, mais attentive. Nous parlerons ensuite de la princesse poétesse Wallada bint al-Mustakfi et du poète Ibn Zaïdoun, de la façon dont son droit de parler de son propre corps et de sa liberté s'est heurté aux exigences de l'honneur des quartiers, et dont ses poèmes sont passés de l'amour à la politique dangereuse. Le contexte est ici difficile. Cordoue au XIe siècle vit après l'effondrement du califat, le pouvoir des Omeyyades est détruit et de petits États taïfs ont vu le jour sur ses ruines. Certaines familles ont perdu leurs revenus, d'autres se sont enrichis en vendant du grain, des armes et des services de mercenaires. Les émirs négocient avec les rois chrétiens, paient leurs rançons en argent et non en gloire. Mais c'est précisément la poésie qui reste le principal langage public du statut et du conflit. À travers les poèmes, on communique la faveur du souverain, on ridiculise les rivaux, on formule prudemment des plaintes et des menaces. Le divan du poète n'est pas seulement un recueil de poésie, mais un document à partir duquel on peut ensuite lire l'histoire politique de la ville. Wallada apparaît dans ce monde comme une femme adulte issue d'une dynastie déchue. Son père, le calife al-Mustakfi, a été renversé et tué. La maison a perdu son trône, mais a conservé une partie de sa richesse et de ses relations. Cela lui confère une position unique. Elle est trop noble pour se fondre dans un harem ordinaire et trop dangereuse politiquement pour être complètement laissée tranquille. Les chroniques et les biographies mentionnent son salon à Cordoue comme un lieu où se réunissaient des poètes, des juristes et des lettrés des deux sexes. Les sources soulignent qu'elle évoluait dans ce milieu sans la discrétion habituelle des femmes et s'autorisait des textes dans lesquels le moi, féminin, exprimait ses propres désirs et sa dignité, comme seuls les hommes avaient généralement le droit de le faire. La culture poétique de l'Andalousie n'était pas stérile. Pendant des siècles, les hommes adultes ont composé des gazelles amoureuses, des poèmes de table sur le vin, les nuits, les plaisirs charnels. Mais le droit de formuler leur expérience à la première personne leur appartenait presque exclusivement. Dans la poésie courtoise habituelle, la femme est une image, une comparaison, une récompense, mais pas un sujet. Wallada brise ce schéma. Les vers qui lui sont attribués parlent de sa beauté, de sa liberté de choix, de son mépris pour les lâches et les hypocrites. Même si certaines formules sont embellies par la mémoire tardive, pour ses contemporains, le simple fait qu'une telle voix s'exprime est une provocation. La princesse se comporte comme un poète masculin, mais reste une femme soumise aux normes de modestie et de réserve. Ibn Zaïdoun entre dans son cercle en tant qu'homme adulte, issu de la noblesse urbaine, juriste et poète cultivé, lié aux élites dirigeantes de Cordoue. Ses poèmes sont lus à la cour, recopiés dans des cahiers, cités dans les maisons privées. Dans son divan, les motifs amoureux s'entremêlent avec des allusions à la perte de l'ordre ancien, à l'expulsion du cercle privilégié, à la peur de l'inconstance des protecteurs. Sa relation avec Wallada n'est pas une romance privée,
mais l'union de deux personnalités publiques dont les textes font immédiatement l'objet de discussions entre émirs, vizirs et courtisans envieux. Au niveau de la rue, cela provoque une réaction simple. Pour les artisans et les commerçants, le salon luxueux de la princesse poète n'est pas un espace de jeu raffiné, mais un rappel du fossé qui sépare leur maison exiguë et le monde où les nobles adultes discutent de corps et de liberté, tandis que les autres comptent leurs pièces au marché. Lorsque les prix augmentent, lorsque la nouvelle d'un nouvel impôt ou d'une défaite arrive, les rumeurs tendent vers un scénario familier. Quelque part en haut, les femmes et les poètes vivent trop librement, et la ville en paie le prix. Pour la morale du quartier, Wallad devient un symbole commode. À travers elle, on peut se plaindre de tout ce qui ne plaît pas dans la Cordoue qui a changé. Au niveau de la cour, la jalousie et la peur prennent la forme de dénonciation. Le salon de Wallada est également un centre de connexion entre différents groupes d'influence. Les partisans de l'ancienne lignée Omeyyade, les personnes au service du nouveau régime, les fonctionnaires qui contrôlent le trésor. Ibn Zaïdoun s'appuie sur la protection des dirigeants de Cordoue, mais il a des rivaux qui ont intérêt à affaiblir sa position. Les chroniques des taïfas racontent comment un réseau d'accusations se resserre progressivement autour de lui. Il est présenté non seulement comme l'amant d'une femme trop indépendante, mais aussi comme un homme prétendument dangereux pour la stabilité du régime. Ses poèmes érotiques et nostalgiques commencent à être interprétés comme des allusions politiques. Dans l'image mythifiée des temps modernes, l'Andalousie est souvent représentée comme un espace où le pouvoir islamique étouffait impitoyablement toute passion. Les divans et les chroniques réelles révèlent cependant une vérité plus désagréable. La poésie sur le corps et le désir était l'une des vitrines de la puissance culturelle de Cordoue, mais c'est précisément pour cette raison que chaque mot, trop audacieux, pouvait devenir une arme. Wallada paie le droit de s'exprimer en son nom propre par le risque permanent d'être transformé en symbole de la dépravation de la ville, Ibn Zaïdoun par la perte de sa liberté et l'exil, lorsque leur histoire personnelle devient un terrain propice aux luttes de pouvoir à la cour. Cette lutte va ensuite prendre toute son ampleur. Une série de dénonciations, l'exigence de protéger l'honneur des quartiers contre la subjectivité féminine, la prison et l'exil, sur fond desquels seul survivra ce qui est le plus facile à copier, les vers qui ont survécu aux tribunaux et à la carte politique des taïfs. La série de dénonciations à Cordoue commence par des détails quotidiens. Dans une maison, on entend des rires et des bruits la nuit. Des invités adultes viennent sans être accompagnés par des parents plus âgés. Dans les ruelles étroites, ils répètent des vers où une voix féminine parle de son propre corps et de sa dignité. Dans le contexte de l'effondrement du califat et de la lutte des taïfas, ces salons sont perçus de deux manières, comme une vitrine du prestige culturel et comme un nœud dangereux où circulent à la fois des poèmes, de l'argent, des rancunes et des allusions à la nostalgie politique. Tout mode de vie libre est immédiatement moralisé et la morale est un langage commode pour les craintes du pouvoir. Wallada, une femme adulte d'origine omeyyade, se retrouve au centre de cette scène. Sa maison n'est pas un harem fermé, mais un salon mixte où se retrouvent poètes, fonctionnaires et citadins cultivés. Elle répond aux poèmes par ses propres vers, dans lesquels le moi, féminin, se décrit comme un sujet de choix et non comme un objet à la disposition de la famille. Les anthologies tardives la classent parmi les poètes reconnus, mais les chroniqueurs moralisateurs utilisent ces mêmes faits comme matière à accusation. Ils soulignent qu'elle recevait des invités sans surveillance stricte, se permettait des formules libres sur la liberté et le désir, et aurait ainsi porté atteinte à l'honneur du quartier. Il est impossible de déterminer dans quelle mesure il s'agit d'observations précises et dans quelle mesure il s'agit d'une construction d'un cas exemplaire. Ibn Zaïdoun, déjà connu comme poète et fonctionnaire,
entre dans ce cercle à la fois comme amant et comme figure de la politique urbaine. La nouvelle dynastie qui gouverne Cordoue après la chute du califat surveille attentivement tout ce qui a trait aux vestiges de la lignée omeyyade. Sa relation amoureuse avec la princesse poétesse et sa participation à son salon rendent Ibn Zaïdoun vulnérable. Ses poèmes à Wallada se lisent comme des textes sur l'amour et la séparation, mais on y voit aussi des allusions à la perte de l'ancienne Cordoue et à l'humiliation des personnes de l'Ancien Régime. Pour les rivaux du poète, c'est une ressource pratique. Dans leur dénonciation, ils décrivent le salon comme le centre d'une opposition cachée et les poèmes comme une forme subtile de nostalgie du pouvoir renversé. Les chroniques rapportent le résultat. Le poète est emprisonné, perd ses fonctions et son accès à la cour, et son nom devient pendant un certain temps dangereux pour quiconque souhaite conserver sa place dans la hiérarchie urbaine. Les accusations formelles tournent autour de la politique, mais le fond de l'affaire est son lien avec Wallada et sa réputation de femme trop libre. Le salon lui-même se vide progressivement. Une partie des invités s'éloigne pour ne pas partager le risque de disgrâce, et le motif de l'honneur du quartier commence à jouer contre le même milieu qui, peu de temps auparavant, était encore loué pour son raffinement. Dans la mémoire orale, son image passe de symbole de splendeur à symbole de transgression, bien que la tradition écrite continue de l'inclure, ainsi qu'Ibn Zaïdoun, dans les anthologies, comme faisant partie du canon. Le mythe selon lequel l'Andalousie interdisait la passion semble trop simpliste dans ce contexte. Les sources montrent une ville où la poésie érotique des adultes n'est pas une pratique marginale, mais fait partie des jeux de cour, où les émirs encouragent la compétition dans la description du corps et du plaisir. L'interdiction ne concerne pas le fait même de la passion, mais ses vecteurs et le contexte politique. La poésie masculine sur le désir s'inscrit facilement dans l'ordre établi, contrairement à la subjectivité féminine et à la politique factionnelle qui y est associée. Les documents laissent des traces d'emprisonnement, de disgrâce, de changement de protecteur. Les divans sont des vers où l'amour et l'honneur de Cordoue sont si étroitement liés qu'il est impossible de les séparer. Ils montrent que dans cette société, la poésie n'est pas seulement une forme d'expression sensuelle, mais aussi une politique publique, et c'est précisément pour cette raison que les poèmes survivent aux dénonciations trimestrielles et aux changements de régime, même si les corps de leurs auteurs ont depuis longtemps disparu du paysage urbain. Parallèlement, les textes urbains commencent à changer leur regard sur la vie publique des femmes. Avant Wallada, les femmes adultes n'apparaissaient presque jamais dans les chroniques en tant que sujet parlant à part entière. Leur existence était retracée à travers les unions matrimoniales, les accouchements et les testaments. Désormais, dans les recueils biographiques et les anthologies andalouses, apparaît la figure d'une poétesse qui choisit elle-même son destinataire, son rythme et son thème. Dans certains écrits, elle est décrite comme la maîtresse d'un salon où hommes et femmes lisent des poèmes sur le désir, le vieillissement, la jalousie, la dignité. Dans d'autres, ces mêmes faits s'accompagnent d'évaluations inquiétantes. On note l'absence de la tradition de la vie recluse, on souligne qu'elle gère elle-même ses biens et invite des gens chez elle, et qu'elle ne se contente pas d'être présente aux côtés du maître de maison. Pour les auteurs conservateurs, cela devient le signe d'un dangereux dépassement des limites de la bienséance. C'est précisément là que le motif de l'honneur du quartier entre en conflit direct avec la subjectivité féminine exprimée à travers la poésie. Les rues autour de la maison de Wallada vivent selon leurs propres règles. Les hommes adultes sont responsables de la réputation de leur maison. Les femmes âgées contrôlent le comportement des plus jeunes. L'apparition d'un personnage qui ne correspond à aucun de ces rôles suscite non seulement la curiosité, mais aussi le désir de le ramener dans un schéma compréhensible. Les chroniques des Taïfs rapportent comment, autour du nom de Wallada,
se développe une série d'anecdotes dans lesquelles ces poèmes sont réécrits dans un esprit moralisateur. Au lieu d'un travail complexe sur l'image du corps et de la liberté, il ne reste que des allusions à une débauche excessive. Il en va de même pour sa relation avec Ibn Zaïdoun. Le mélange réel d'amour, de calcul politique et de partenariat intellectuel est simplifié en une histoire commode sur une femme qui détruirait l'honneur d'un homme influent. La situation politique rend cette image simplifiée particulièrement avantageuse. À Cordoue, à l'époque des taïfas, chaque poète, chaque fonctionnaire et même chaque salon sont considérés à travers le prisme d'une loyauté ou d'une déloyauté potentielle envers la maison régnante. Les ennemis d'Ibn Zaïdoun utilisent sa relation avec Wallada comme l'un des arguments d'une longue série de dénonciations. Dans certains textes, il est dépeint comme dépensier et trop mondain, dans d'autres comme un homme qui, grâce à sa proximité avec la princesse Omeyyade, conserve un lien avec l'Ancien Régime. Il est commode pour le pouvoir d'entremêler morale et sécurité. Le sujet sensible de la liberté des femmes et de la poésie érotique commence à servir de paravent à des craintes beaucoup plus pragmatiques, à savoir que ces salons puissent rassembler des personnes mécontentes de la nouvelle dynastie et de la répartition des postes. Dans les documents officiels qui nous sont parvenus, il n'y a pratiquement aucune formule directe condamnant Wallada pour le simple fait d'avoir exprimé publiquement son désir. On mentionne beaucoup plus souvent les fréquentations douteuses, les relations suspectes et le comportement inconvenant des personnes de son entourage, sans donner de détails. En ce qui concerne Ibn Zaïdoun, les chroniqueurs soulignent son emprisonnement, sa disgrâce, son passage sous la protection d'autres souverains, tandis que sa liaison amoureuse avec Wallada est présentée comme un élément de fond facilitant la condamnation morale de l'adversaire politique. Au niveau du papier, l'effacement ne se fait pas par une interdiction directe de la passion, mais par l'éviction progressive des personnages gênants de l'espace du pouvoir légitime. Au niveau du mythe, tout semble différent. Les récits tardifs transforment cette histoire en une légende sur une poétesse insolente punie et son amant malheureux, prétendument brisé uniquement pour la liberté de leurs poèmes. Entre les deux couches, le document et la légende, subsiste un vide, comblé par la lutte réelle pour la ville, dans laquelle la poésie est depuis longtemps devenue une forme de politique publique, et le contrôle de l'honneur, un langage à travers lequel il est pratique de mener cette lutte. Dans les écrits tardifs des biographes, on voit clairement comment la figure de Wallada se transforme progressivement en un exemple commode pour les conclusions d'autrui. Les auteurs, qui vivent déjà après l'effondrement du califat de Cordoue, décrivent sa vie à plusieurs générations de distance. Ils la connaissent à travers des extraits du divan, des anecdotes, des vers isolés, qu'ils recopient d'un recueil à l'autre. Certains en font une image presque allégorique de la femme libre qui détruit délibérément les normes habituelles. D'autres, au contraire, l'utilisent comme un avertissement, soulignant sa solitude dans la vieillesse et l'absence d'un mari légitime. Dans les deux cas, la réalité politique concrète de Cordoue, les impôts, les années de famine, les menaces militaires, la rivalité entre les clans, passent au second plan. Ce qui, pour elle et Ibn Zaïdoun, faisait partie de la lutte pour une place dans le système de patronage et de pouvoir, se transforme en une histoire de femme trop libre et d'homme qui a payé pour sa passion. La couche morale recouvre commodément la couche politique. Si l'on se penche sur les chroniques des Taïfs, le tableau est tout autre. Là, Wallada apparaît sur fond d'une série de crises, changement d'émir, coup d'État, arrivée dans la ville de milices berbères ou claniques, vagues de pogroms, attaques contre les quartiers où vivaient encore récemment des familles aisées, de fonctionnaires et de marchands. C'est précisément dans ce contexte que le Salon de la Poétesse devient un lieu non seulement de jeu esthétique, mais aussi d'échange d'informations. Des hommes adultes viennent lui rendre visite,
montant les escaliers de sa maison, le soir même où une nouvelle taxe ou une nouvelle nomination est annoncée sur la place publique. Les fragments conservés de la biographie d'Ibn Zaïdoun le présentent comme un homme qui savait bien percevoir l'humeur de la ville. Il savait utiliser la poésie pour refléter le mécontentement ou, au contraire, démontrer sa loyauté. Sa relation avec Walada lui apportait non seulement une expérience émotionnelle, mais aussi l'accès à son réseau de connaissances, à ceux qui se souvenaient encore de l'ordre du califat et le comparaient au nouveau pouvoir. Lorsque les lignes politiques se brisent, la première vague de choc s'abat sur les hommes de son entourage. Ibn Zaïdoun devient une cible facile précisément parce que la figure de la poétesse est déjà entourée de rumeurs. Il est accusé non seulement d'avoir des liens politiques, mais aussi d'avoir enfreint des normes morales tacites. Ces périodes d'emprisonnement, d'exil et de passage sous la protection d'autres souverains sont consignées dans les chroniques avec beaucoup plus d'attention que le sort de Walada elle-même. L'homme, victime de la politique urbaine, laisse derrière lui des traces documentaires plus nombreuses, lettres, accusations officielles, registres de ses déplacements entre les cours. La femme, qui se trouvait à l'origine à la frontière entre la maison et l'espace public, se dissout entre les lignes. Sa punition est reconstituée à partir d'indices indirects, des mentions indiquant qu'elle a vécu jusqu'à un âge avancé sans famille, continuant à écrire, mais sans son ancien cercle d'auditeurs. Pourtant, les textes attribués à Walada et Ibn Zaïdoun continuent de circuler, et c'est là l'un des détails les plus sombres. En Andalousie, la poésie n'était pas faite pour le papier, mais pour la mémoire. Les poèmes étaient appris par cœur, récités lors de réunions, intégrés dans des lettres privées et des panégyriques officiels. En conséquence, même les fragments que l'on trouve aujourd'hui dans les anthologies tardives sont depuis longtemps séparés de leur geste initial. Les vers dans lesquels la poétesse parlait de son corps et de sa liberté, comme d'une ressource personnelle, sont cités dans leur intégralité dans certains manuscrits, tandis que dans d'autres, ils sont tronqués ou accompagnés d'un commentaire sévère de l'éditeur. Les biographes masculins expliquent qu'une telle franchise est inacceptable, condamnant ainsi et perpétuant inconsciemment celle-ci. La remarque censurée devient le cadre de survie d'un poème qu'il préférerait oublier. Le mythe selon lequel l'Andalousie interdisait la passion semble particulièrement superficiel dans ce contexte. Les documents montrent autre chose. La passion n'était pas interdite à Cordoue, elle était réglementée et répartie selon les niveaux sociaux. Les chansons et les poèmes créés pour les réunions masculines privées contenaient des images bien plus crues que tout ce que nous connaissons de Walada. La différence réside ailleurs. Sa position était ouverte et signée de son propre nom, qui plus est celui d'une femme issue d'une famille régnante. Là où d'autres étaient autorisés à parler du désir comme d'une manifestation de la force masculine ou de la générosité d'un protecteur, elle en parlait comme d'une partie de sa propre subjectivité. Pour la conscience conservatrice, c'était là une véritable atteinte à l'honneur de la ville, non pas les motifs érotiques eux-mêmes, mais le fait que le sujet parlant échangeait sa place avec l'objet habituel. Les anthologies andalouses ultérieures suivent scrupuleusement ce schéma. Elles présentent Ibn Zaïdoun comme un grand poète dont les poèmes d'amour ont survécu aux catastrophes politiques, et sa relation avec Walada comme un épisode dramatique soulignant la force de son style. Walada, quant à elle, apparaît dans les pages comme une figure notable, mais néanmoins périphérique. Ses poèmes sont cités pour illustrer l'audace féminine, pour embellir les sections sur Cordoue, mais ne sont pas toujours inclus dans le canon principal. D'une part, cela confirme que sa voix a réussi à passer la censure de l'époque. D'autre part, c'est un exemple de la manière dont le système culturel transforme un défi vivant en une exception contrôlable. Son habitude de parler de son propre désir reste figée, mais sous deux couches d'interprétation. D'abord,
Elle est condamnée par les moralistes, puis romancée à une époque qui recherche dans le passé l'exotisme de la poétesse libre et de l'amour malheureux, en essayant de ne pas remarquer que derrière cela se cachaient des mécanismes concrets d'exclusion de la politique urbaine. À la jonction de ces couches, documentaire et légendaire, on peut percevoir une autre ligne. La Cordoue de l'époque de Wallada et Ibn Zaïdoun n'est pas seulement une mosaïque de salons et de palais, mais aussi un espace de maladie, de mort prématurée, de vulnérabilité physique. Dans leurs traités médicaux, les médecins d'Andalousie décrivent en détail les conséquences de la surpopulation urbaine, de l'alimentation et des infections chroniques. Dans les textes juridiques, ils discutent de la situation des veuves, des femmes seules, de celles qui ont perdu leur protecteur. Pour Wallada, le choix de l'indépendance et de la parole publique signifiait accepter consciemment ces risques. Une vieillesse sans garantie, l'absence d'héritier légitime, la possibilité permanente d'un coup politique porté à l'honneur du quartier. Ibn Zaïdoun, passant de la prison au cours des autres taïfs, payait d'une autre manière, par la maladie, les privations, la menace constante d'une mort violente en cas de manœuvre politique infructueuse. Leurs noms ont survécu à cette fragilité matérielle uniquement parce qu'ils ont été inscrits dans des textes, et les textes dans des anthologies où les coupes éditoriales et les commentaires moraux sont eux-mêmes devenus partie intégrante du mécanisme de la mémoire. À la fin de leur vie, la ville et les documents divergent autant que le bruit du salon et le silence des archives. Dans la Cordoue réelle, le centre politique se déplace, les dynasties des taïfs s'effondrent, les émirs se succèdent, les forces des dynasties nord-africaines se développent à l'horizon, apportant avec elles des formes de contrôle plus strictes. Pour les vivants, cela signifie des confiscations, des migrations, une pauvreté soudaine, la disparition des anciens protecteurs. Pour la poésie, cela signifie une lente transformation. Les manuscrits sont vendus, recopiés, des fragments sont intégrés dans de nouveaux recueils. Les hommes adultes qui se souviennent encore avoir écouté Wallada dans des salles éclairées deviennent des vieillards, leurs souvenirs se transforment en notes dans les marges et les notes en sources pour des anthologies ultérieures. Là où résonnait dans la salle des vers vivants et audacieux, il ne reste dans le manuscrit qu'une remarque laconique. Telle femme, fille du calife déchu, se distinguait par l'audace de son langage et la brusquerie de ses réponses. C'est précisément dans ces anthologies que l'on voit apparaître la dualité de l'attitude envers leur histoire. Certains compilateurs présentent Wallada comme une figure presque abstraite. Un nom, quelques lignes, une remarque laconique indiquant qu'elle était plus libre qu'il ne convenait à une femme de sa condition. D'autres, au contraire, savourent le scandale autour de sa liaison avec Ibn Zaïdoun, transformant le nœud complexe de la politique, du statut et de l'attachement personnel en un schéma victimaire commode. Une aristocrate capricieuse qui a détruit le destin d'un homme talentueux. Les textes réels de leur divan montrent autre chose. Dans les poèmes d'Ibn Zaïdoun, écrits après la rupture, on retrouve non seulement des motifs de ressentiment et de désir, mais aussi une nostalgie politique évidente. Il est à la fois privé d'amour et d'accès au centre du pouvoir, expulsé de la ville, qui était pour lui à la fois un espace de sentiment et un espace de carrière. Les fragments attribués à Wallada, au contraire, montrent la capacité d'une femme adulte à parler d'elle-même, non pas comme d'une victime passive, mais comme d'un sujet qui évalue lui-même les hommes, ses proches, toute cette ville, avec sa notion bruyante d'honneur. Au bout d'une génération, leurs conflits personnels s'estompent presque dans les schémas généraux. Pour les chroniqueurs de l'époque, ce n'est plus l'histoire de deux personnes qui importe, mais le destin commun de Cordoue, la chute du califat, le jeu des taïfs, les raids, la famine, les épidémies, l'arrivée de nouveaux régimes. Wallada et Ibn Zaïdoun deviennent des repères commodes d'un âge d'or perdu.
que l'on peut décrire comme une époque où la poésie résonnait encore dans les salles et non pas sur les marchés destinés aux étrangers. Leurs vers érotiques et amoureux, dans ces descriptions, deviennent la preuve d'une culture raffinée, capable de parler du corps avec subtilité et à plusieurs niveaux. Cependant, les mécanismes concrets de violence, de pression et de dénonciation qui ont marqué leur vie réelle ne sont pratiquement pas mentionnés dans le livre. Il ne reste qu'une brève mention de l'exil du poète, de l'audace particulière de la femme et du fait que leurs noms ont rejoint ceux des grands. Les réformateurs moraux tardifs, se référant au passé andalou, utilisent souvent leurs figures comme des avertissements commodes. Pour certains, Wallada est un exemple de la façon dont la liberté d'expression des femmes conduirait au chaos dans la maison et dans la ville. Ibn Zaïdoun est une victime de la faiblesse qui l'a détourné du service politique. Pour d'autres, au contraire, ils incarnent l'ouverture perdue, à une époque où l'Occident islamique pouvait parler plus ouvertement de ses désirs que ce qui était permis par la suite. Dans les deux cas, la réalité de la Cordoue des premières taïfas, avec son entrelacement complexe de fiqh, de politique urbaine, d'étranges mélanges de luxe et de cruauté quotidienne, s'efface. Le mythe veut que l'Andalousie interdisait la passion ou, au contraire, que l'on y vivait dans une fête permanente. Les documents, difvanes, chroniques, lettres, montrent autre chose. La passion n'a jamais été une affaire privée. Elle a toujours fait partie de la politique publique, et plus une personne était proche du pouvoir, plus tout poème se transformait en geste politique. Ce qui résiste le mieux au temps, ce ne sont pas les décisions des tribunaux, ni les rapports de dénonciation, mais les textes eux-mêmes. Les manuscrits contenant leurs poèmes sont recopiés dans d'autres villes, loin de Cordoue. Certaines lignes et certains motifs refont surface dans des recueils compilés après la chute des États andalous. Dans ces anthologies, les détails des querelles de quartier et les notes arides sur l'expulsion du poète disparaissent. Il ne reste qu'un bref résumé du destin. Elle est la fille d'un souverain déchu qui s'est permis de parler de son corps et de son choix. Lui, un poète et un fonctionnaire dont l'amour et la carrière se sont empêtrés dans le même réseau politique. Les noms des personnes qui ont rédigé les dénonciations, lancé les enquêtes, fait pression sur l'honneur du quartier, se fondent dans des formules floues telles que envieux, détracteurs, rivaux à la cour. Leur peur de la subjectivité féminine et du fait que le mot amour puisse ébranler l'ordre établi se dissout dans le bruit historique habituel. Il ne reste que ce qu'ils ont tenté d'étouffer. Au niveau de la morale quotidienne de Cordoue, ils ne parviennent pas à l'emporter. De son vivant, la réputation de Wallada reste ambiguë. Pour certains, elle est la protectrice des lettres et le symbole de la fierté de la ville. Pour d'autres, elle est la source de sombres conversations sur le fait que les femmes de bonne famille se considèrent avec trop de liberté. Ibn Zaïdoun ne retrouve jamais la position qu'il occupait au début de sa carrière. Ses tentatives pour s'intégrer dans de nouvelles cours, écrire des panégyriques à d'autres souverains, imiter son succès passé, ne parviennent jamais à effacer l'ombre de son exil. Leurs décisions personnelles, ouvrir un salon, parler à la première personne, mélanger poésie amoureuse et politique, s'engager dans des relations que toute la ville jugeait trop bruyantes, restent sans justification directe dans les documents. Mais ce sont précisément ces décisions qui leur assurent une longue vie dans la mémoire, à une époque qui aime dire rétrospectivement que les villes orientales réprimaient la passion. Ce sont précisément leurs textes qui servent de contrepoids. On y voit comment le corps, la voix et le statut politique s'entremêlent dans une même ville et comment la tentative de faire taire cette voix par des dénonciations et des exilations brise des êtres humains, mais n'affecte presque pas les mots eux-mêmes qui continuent à circuler longtemps après que les salons dorés aient été réduits en poussière.